Bonjour à tous, on se retrouve pour cette dernière table ronde de la journée. J'espère que le contenu vous a plu jusqu'à présent. Je suis toujours Paul Barat, directeur marketing de Telent. Et pour cette dernière table ronde, on s'intéresse à un sujet qui, vous allez le voir, est hyper intéressant, la marque employeur. On en a parlé un peu avec Alexis Bouvet juste avant. Le recrutement peut s'inspirer de nombreuses disciplines et notamment du marketing, notamment pour cette partie awareness, cette partie connaissance de marque. Et donc c'est là que la marque employeur va entrer en jeu. Et là encore, quoi de mieux que d'avoir des expertes du sujet avec nous pour parler de ça. On a notamment Anaïs Ledigarquet qui se cache derrière la marque employeur d'entreprises qui ont bien compris l'importance de ce sujet-là. Charlène Emery qui forme de nombreux RH à l'inbound recrutement, mais également à l'employé advocacy. Et puis Camille Goni qui incarne très bien les dessous de la marque employeur de Shine. Charlène, Camille et Anaïs, ravis de vous accueillir. Merci Paul. Hello, merci. Merci. On va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Et Camille, j'ai peut-être une première question pour toi. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on parle de marque employeur ? Vaste sujet. Je pense que derrière la marque employeur, il y a une forme de nébuleuse. En fait, tout le monde sait que le sujet est important et personne ne sait trop comment l'attaquer. Et en fait, la question qui est intéressante à se poser, je trouve, c'est quoi l'alternative à faire de la marque employeur ? Et en fait, quand on est une boîte qui recrute 15 personnes à l'année, c'est tout à fait entendable de se dire qu'on va aller chercher une par une les personnes dont on a besoin pour grossir. Là où on remplit un peu une baignoire trouée, l'image est terrible, mais c'est ça, c'est quand l'année d'après, on doit en recruter 30 et donc on doit fournir 3 fois plus d'efforts. Donc en fait, pour démystifier un peu ce qu'est la marque employeur, pour moi c'est ce qui répond à ce problème, donc attirer les bonnes personnes, diffuser une image positive de l'entreprise en tant qu'employeur et aider à convaincre les personnes qu'on va chercher. Tu rejoins ça, Anaïs? C'est quelque chose que tu rejoins, cette définition, en tout cas, un petit peu de la marque employeur? Ouais, complètement. Et moi, j'ajouterais même, pour moi, il y a un vrai enjeu derrière la marque employeur, c'est que si on a tendance à penser marque employeur et communication externe, selon moi, ce qui prime, c'est surtout ce qui se passe à l'interne. Et j'aime bien parler, non pas de marque employeur, mais surtout de marque employée, parce que moi, quand je pense marque employeur, je pense à ça parce que, en fait, ce sont les employés qui forment la marque employeur. Je pense que ça devrait être, en tout cas, le moteur numéro 1 de la marque employeur. Charlène, j'ai peut-être une question pour toi qui explique aussi l'importance de la marque employeur. C'est selon une étude de Golden Bees, on voit qu'on est passé en 2021 de 2,63 candidatures par offre d'emploi à 0,88 en 2022 et même 0,48 en 2023, donc 5 fois moins qu'en 2021. Comment t'expliques cette baisse ? J'ai pas toutes les explications à fournir, mais ce qui est sûr, et même tu vois, si tu remontes un petit peu plus dans le temps, en 2015, c'était, je crois, une quarantaine de candidatures. Donc on a fait moins, fois 85 en moins. Il y a plein de raisons. Forcément, le plein emploi l'explique aussi. Il y a beaucoup moins de demandeurs d'emploi, beaucoup plus d'offreurs d'emploi. Mais on voit quand même que déjà, en fait, on a des top employeurs. Je pense que Camille pourra bien nous en parler avec Shine, qui vont se partager la majorité des candidatures. Donc tu as peu d'employeurs qui proposent du remote, la transparence des salaires, la semaine de 4 jours, des conditions de travail attractives, qui vont, eux, avoir beaucoup de candidatures. Et puis, il te reste sur le marché tous les autres employeurs qui, effectivement, sont en manque de candidatures. Là aussi, ce qui est intéressant, je pense, dans ta question, c'est qu'on parle de l'offre d'emploi. Et le sujet aussi, c'est peut-être de se dire, est-ce que l'offre d'emploi est encore le bon canal pour aller chercher des candidats ? Quand on sait que, il y a encore 3-4 ans, les candidats utilisaient majoritairement des job boards pour postuler, mais aujourd'hui, ils utilisent majoritairement les réseaux sociaux. Donc aussi, il y a le format. Est-ce que l'offre est vraiment le format qui attire le plus les candidats ? Et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et tu le disais, effectivement, Camille, vous avez moins ce problème, j'ai l'impression, avec, chez Shine en tout cas, où vous n'avez pas tout à fait ces stats-là. On en reparlera aussi potentiellement plus tard dans la table ronde. Mais si je passe directement, Anaïs, à une question qui est importante sur la marque employeur, c'est aujourd'hui les candidats ils sont à la recherche
d'informations sur les entreprises. Mais quand tu es une entreprise, comment tu fais pour vraiment être découvert aussi par les candidats? Comment tu fais pour améliorer ta découvrabilité, entre guillemets? Oui, effectivement. En fait, j'aime bien le parallèle. Tu sais, on se dit qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils ont ce réflexe d'aller sur Google, d'aller lire des avis, par exemple, je sais pas, avant d'aller au resto, avant d'aller réserver un hôtel. Pour moi, c'est les mêmes comportements que l'on retrouve côté candidat. Donc, il faut vraiment partir de ce principe de se dire, de toute façon, le candidat, il va aller chercher l'information. Donc, j'ai tout intérêt, en fait, à lui donner déjà l'information, à la mettre sur un plateau et du coup, la maîtriser, plutôt que de le laisser aller la chercher toute seule. L'info, je vais la lui donner. Et donc là, pour s'y mettre, il y a des questionnements, en tout cas, possibles. Déjà, en termes d'identité employeur, qui on est et ce qu'on veut dire, et une vraie réflexion aussi sur le récepteur du message en face. Et en fait, cette analyse du récepteur va nous permettre de définir où est-ce qu'on va aller communiquer, quoi, comment, en fonction de ses préoccupations, quel format, etc. Ça rejoint la notion en marketing de cibler, notamment de définir des personas. Charlène, elle nous en parlera juste après. Ça permet de faire du lien avec ce qu'elle dira justement. Mais il y a toute cette réflexion, déjà en amont, qui est super importante, avant même de se dire, bon, on nous dit qu'il faut communiquer, donc on va aller communiquer. Hop, doucement, d'abord on va tout mettre à plat et se dire, ok, qui on est et à qui on parle. Ouais, c'est vrai qu'on va employer beaucoup de termes qui sont proches du marketing parce que c'est vraiment ça aussi. L'inspiration, elle va jusque-là, s'inspirer des termes et notamment des personas. Tu disais en préparant cette table ronde que c'est très important de commencer par se concentrer là-dessus. C'est quoi nos personas? Ouais, complètement. Puisque finalement, en fonction de la personne que tu souhaites cibler, comme le disait Anaïs, tu ne vas pas forcément utiliser ne serait-ce que les mêmes canaux, le même ton, le même vocabulaire. Alexis, on parlait aussi très bien tout à l'heure sur la partie marketing. Et pour ceux qui se demandent justement le persona, c'est vraiment ce portrait robot et détaillé du candidat idéal pour un poste spécifique. Le but, en fait, c'est vraiment de capter les motivations, les caractéristiques, les aspirations qui sont récurrentes chez nos candidats et quand ça match, pour se dire finalement, je vais l'anticiper et je vais commencer à rédiger mon message, à utiliser une plateforme où je sais que ce persona est présent, ce qui te permet à la fois déjà d'attirer les bonnes personnes, mais aussi potentiellement d'attirer moins. On dit souvent que pour une bonne offre d'emploi, elle doit autant attirer que repousser. Et c'est vraiment ça, se dire je vais aller chercher les bonnes personnes, ce qui veut peut-être dire que j'ai moins de personnes mais plus de conversions, donc aussi plus de temps à accorder à l'expérience candidat. Pour faire un petit clin d'œil à une des tables rondes de ce matin, ça te permet aussi du coup de davantage personnaliser ton message, personnaliser ton process, ton approche auprès de tes cibles. C'est essentiel, donc on voit que ça démarre en fait de la prise de brief, de la définition de la scorecard, des éléments très importants de ce qu'on recherche. Et puis après, par rapport à ça, quel est le candidat idéal et comment on va le trouver potentiellement. Camille, on le voit, donc une marque employeur, aujourd'hui, une bonne marque employeur est indispensable dans le process de recrutement. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte à une entreprise en termes de résultats? Tu as peut-être un retour d'expérience à nous donner par rapport à ce que tu vis chez Shine? Oui, complètement. Moi, je raconte un peu toujours la même histoire avec Shine. C'est que moi, quand j'ai rejoint l'entreprise en 2020, le sujet, c'était de se mettre à recruter 100 personnes par an et j'étais toute seule au recrutement. Donc, en fait, la marque employeur n'était pas une décision stratégique qu'on avait prise tous ensemble, c'était juste une nécessité. Donc, on est parti de choses très simples. Communiquer ce qui existait déjà. Et ça, tous les RH sont en mesure de le faire. Ça peut être des choses vraiment d'actualité, les nouveaux bureaux, les séminaires, les nouvelles arrivées. Ça peut être des orientations stratégiques dans la politique RH, donc la nouvelle politique de parentalité. Et pour donner un peu de relief, parce que ta question c'est concrètement quels sont les résultats, je vais donner deux exemples de marques employeurs, une très petite et une qui a beaucoup plus d'envergure, pour montrer que c'est dans plein de petites choses en fait, ce gros bloc de marques employeurs. Par exemple, je me rappelle d'un jour où on devait recruter un RH de proximité. C'était la période de feu où tout le monde cherchait des RH. Et en fait, avec Mathilde, qui manageait ce poste, qui est aussi ma manager avec qui je m'entends très bien, on s'était dit qu'on allait faire un post sur elle où on présenterait un peu elle, qui elle est en tant que manager, comment ça se passe, nous, notre histoire.
Ce jour-là, on a eu 300 candidatures sur ce poste, donc exemple type d'une initiative flash qui marche bien. Et alors la fois où on a eu le plus de candidatures, le plus de retombées, c'est le jour où on a lancé notre calculette des salaires. Si on parle de chiffres, ce jour-là, c'est 20 000 visites sur notre page carrière et 1000 candidatures. Donc voilà, mais je donne ces deux exemples pour dire que ça se situe dans les petites choses. Parfois, il ne faut pas se mettre une méga pression pour commencer. Ouais. Après, on en arrive à un problème qui est différent, c'est de se dire que sur potentiellement tout ce montant, enfin cette grosse quantité de candidatures, est-ce qu'on arrive à cibler correctement aussi? C'est ce qui est compliqué. Charlène, j'ai une question aussi pour toi. On parle du coup beaucoup de sujets qui sont proches du marketing. Pourquoi c'est pas le marketing qui s'occupe de la marque employeur, par exemple? C'est un sujet touchy, on va dire, selon les entreprises. L'organisation peut être différente. Ce que je te dirais dans ce qui a été retranscrit un petit peu par Anaïs et Camille, on le voit, en fait, la marque employeur, elle a besoin d'être incarnée. Un peu, d'ailleurs, côté marketing, on sait qu'on va davantage faire confiance à une personne physique plutôt qu'une personne morale. C'est la même chose côté marque employeur. Et donc, souvent, les RH, en fait, sont le bon intermédiaire, tu vois, entre les candidats, les collaborateurs, les managers, justement, pour incarner cette marque employeur. Ça peut être aussi le temps 1 d'un lot 2 justement qui va arriver où plus de personnes vont prendre la parole, mais déjà commencer par l'incarner niveau RH, ça semble être le b.a.-ba, et ensuite tu vas pouvoir aller un peu plus loin et te dire que les mieux positionnés pour parler à ton persona, c'est peut-être ses pairs, et donc proposer à tes collaborateurs de prendre la parole. Et une bonne marque employeur, on dit souvent qu'elle doit refléter à l'extérieur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'entreprise, et ça, pour ça, les RH ont une bonne connaissance, tu vois, de leur périmètre, des collaborateurs qui les entourent, et les collaborateurs sont les mieux placés pour le communiquer. On rentre un peu aussi dans cette notion d'employé advocacy que je précisais dans l'intro, qu'on n'a pas spécialement définie. Anaïs, toi, tu as une définition peut-être de l'employé advocacy ou quelque chose sur lequel tu peux partager l'importance aussi d'amener les collaborateurs à communiquer aussi, être le relais des équipes RH ou des équipes marketing? L'employé advocacy, c'est la voix des employés, en fait, si on le traduit à peu près côté français. On en parlait juste avant, justement, avec Charlène, où on se disait que finalement, l'employé advocacy, c'est quelque chose d'un peu à part, mais selon nous, en tout cas, ça devrait être l'essence même d'une marque employeur. Pour redéfinir un peu ce que c'est effectivement donner les moyens aux collaborateurs d'être ambassadeurs et de communiquer sur la marque employeur. Charlène en parlera mieux que moi parce que c'est sa spécialité, mais moi dans mon cas c'est un peu différent parce que la nuance que j'apporte, c'est que je vais accompagner les entreprises à créer et diffuser du contenu dit employé advocacy, mais qui reste entre les mains de l'entreprise, mais du coup en incluant du coup les employés, sans eux, pas d'employé advocacy, pas de communication. Donc ils doivent être partie prenante en fait. Ça devient presque quelque chose qui coule de source. Ça ne devrait pas être un truc exceptionnel, un truc en plus, un truc à part. En fait, ça devrait déjà faire partie de la marque employeur, d'avoir ce volet employé advocacy, de concertation. Déjà, pour moi, c'est le premier pilier, c'est se concerter en fait avec ses employés. Oui, c'est ce que tu nous disais au final en intro, vraiment c'est la marque employée quasiment. L'employé est au milieu de tout ça. Camille, on a entendu juste avant des exemples de programmes que vous avez pu faire ou d'expériences que vous avez fait sur la marque employeur qui ont très bien marché. Tu as des exemples aussi d'erreurs ou de choses où tu t'es dit ouais ça c'est soit un flop, soit vraiment quelque chose qui t'a pas apporté de bénéfices au final? Oui, complètement. Franchement, je n'ai pas l'impression qu'on ait non plus un recul démentiel sur la question parce que Shine recrute principalement en France et 100 personnes par an, tout est relatif, mais ça reste à taille humaine. Mais malgré ça, sur la France et sur 100 personnes, ouais, on a fait plein d'erreurs. Il y en a une que je cite tout le temps et je la prends pour moi parce que vraiment, c'est mon erreur. Moi, au début, j'étais obsédée par le fait que les gens connaissent Shine. Et donc, en fait, je me suis mis à parler un peu frénétiquement de la politique RH, c'est ce qui était à ma portée. Et en fait, ça a marché dans le sens où on a eu plus de 30% de candidatures, donc c'est chouette. En revanche, si on regarde le taux de pertinence de ces candidatures, c'est-à-dire quel pourcentage des candidatures on voit en entretien, et ben ça a baissé beaucoup. Et pour être très transparente, aujourd'hui encore, je pense que par rapport aux standards de l'écosystème, c'est plutôt bas. Donc pour rectifier
rectifier ça, on s'est dit qu'en fait, il fallait penser persona. Mais nous, on a fait le truc à l'envers parce que moi, je suis une vraie RH. Pour le coup, le marketing, c'est nouveau. Donc, on a pensé persona. On s'est dit, OK, on a besoin d'attirer des experts. Et donc, il faut mettre en lumière les experts. Et c'est là où on recoupe un peu artisanalement avec la notion d'employé advocacy. Et on s'est mis à encourager le fait de faire des podcasts, d'écrire des articles, de mettre en lumière les expertises chez nous, donc principalement banque et tech. Et voilà. Et la bonne surprise là-dedans, c'est que en fait, les collaborateurs sont hyper contents d'être mis en lumière. Donc, work in progress, mais on rectifie. Ouais. Pour le coup, c'est aussi un peu ce qu'on a voulu retranscrire dans le titre de la table ronde, mais c'est ce que tu nous disais aussi, que tu as parfois cette question de est-ce que tu vas nous obliger à poster sur LinkedIn? C'est quelque chose que tu rencontres vraiment au quotidien? Ouais, alors cette question c'est hyper drôle parce que je suis très mitigée dessus. Alors la réponse courte, quand mon équipe me demande si je vais les obliger à poster sur LinkedIn, non, bien sûr. Cadre légal, cadre éthique aussi, donc non. Mais ceci dit, moi ça m'interroge toujours des recruteurs un peu comme des chargés de com qui ne postent pas sur LinkedIn. Parce que je me dis que opportunité manquée, parce que sur LinkedIn, tu as l'avantage d'avoir des retours assez immédiats sur ce que veulent les candidats. Tu crées une communauté. C'est des choses qui vont vraiment dans le sens de notre métier. Donc je trouve ça dommage de s'en priver. Mais j'ai conscience en même temps que j'ai un biais avec ça, parce que LinkedIn ne devrait représenter que 5% d'une bonne stratégie de marque employeur. Et il y a un risque de se déconcentrer. Donc, et que ça verse dans le personal branding en fait. Donc voilà la nuance. Et puis il y a aussi une notion, Charlène, de peur aussi parfois de certains salariés, certains collaborateurs qui se disent ok, c'est peut-être, moi je me sens pas à l'aise, je vais pas le faire. Comment tu gères ça? Déjà, ce qui est hyper important dans l'employé advocacy, c'est que ça repose sur du volontariat. Enfin là, Camille le disait à demi-mot, sur des recruteurs, sur des chargés de com, parfois effectivement ça peut faire partie de la mission, mais quand c'est des collaborateurs, un expert, un commercial, un contrôleur de gestion, peu importe, qui va prendre la parole, ça doit vraiment reposer sur du volontariat et surtout être accompagné, coaché. Il y a de la formation collective qui est nécessaire pour avoir les bonnes pratiques. On n'est pas tous créateurs ou, écrivains dans l'âme. Néanmoins, il y a aussi du coaching. Et en fait, ce que je vois, avec mon équipe, ce que l'on voit, c'est qu'en faisant du coaching individuel, on se rend compte qu'il y a aussi des freins qui parfois sont très individuels. Tu peux avoir un rapport aux réseaux sociaux qui est particulier, tu peux avoir vécu une mauvaise expérience, tu peux avoir des appréhensions qui sont très propre à ta personne. Donc aussi débunker et souvent en fait plus tu vas passer à l'action, plus tu vas observer aussi tes collègues le faire. Donc cet aspect communauté de collaborateurs ambassadeurs, nous avec Talent Catcher on lance pas des ambassadeurs, on lance une communauté d'ambassadeurs, tu vois, où tu vas y avoir de l'entraide et ce qui te permet en général de débunker certaines appréhensions côté ambassadeur. Après, il y a aussi des appréhensions côté entreprise. Forcément, quand c'est une thématique qui est nouvelle, qui en plus génère forcément de la visibilité, tu peux avoir des appréhensions qui en découlent. Avant de donner la parole à Anaïs, tu disais dans ta vidéo d'introduction qu'on a utilisée pour présenter l'événement sur les réseaux sociaux, tu disais qu'il y a une importance à arriver à montrer à l'extérieur ce que sont les entreprises à l'intérieur. Tu as des conseils peut-être pour y parvenir concrètement ? Oui, eh bien, effectivement, déjà, se caler sur ses collaborateurs, c'est le meilleur vecteur, puisque tu peux déterminer à un moment donné, te poser sur ta marque employeur, néanmoins, elle va forcément évoluer avec le temps. Tu peux avoir des changements, d'ailleurs, micro, macro, externes, internes, qui vont faire que finalement, ton positionnement est plus tout à fait le même. Et si tu te figes à se dire, je travaille ma marque employeur tous les 2 ans, tu as un risque, effectivement, entre-temps que ça ait évolué. A contrario, si tu fais confiance à tes collaborateurs pour communiquer en externe, tu sais que ça va évoluer, leurs communications vont évoluer avec leur vécu et donc avec ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Donc effectivement, les conseils que je donnerais, c'est vraiment de faire confiance à ses collaborateurs. Il y a quand même un prérequis, c'est un peu d'observer ce qui se passe dans l'entreprise. Tu vois, s'il y a un terrain peu favorable, des mauvaises conditions de travail, peu d'engagement, beaucoup de turnover, etc. C'est peut-être pas le meilleur moment pour se lancer dans la marque employeur. Il faut peut-être déjà retravailler tes process en interne, l'expérience employée, comme le disait Anaïs, et se concentrer aussi sur ce qui se passe sur l'interne. Ouais. C'est hyper important de donner cette image aussi, véhiculer cette image à l'extérieur, puisque je pense qu'on est dans un contexte où les rôles se sont un peu inversés, ou en tout cas la tendance a un peu changé, où on passe
d'entretiens avec des candidats où en fait on était plutôt sur des questions pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour le poste, pourquoi je devrais vous choisir. En fait, plutôt l'entreprise qui doit arriver à convaincre de pourquoi elle est la bonne entreprise pour ce candidat. Anaïs, tu as peut-être aussi des éléments là-dessus à nous partager? Ben, moi, je dois dire que je ne suis pas complètement alignée avec cette vision. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un renversement du rapport de force, c'est vrai ce que tu dis. Mais je pense que maintenant, l'objectif suivant, ça serait d'avoir un alignement, en fait, qui est plus de positionnement de force, justement, mais que plutôt l'entreprise, plutôt que de se dire « Ok, aujourd'hui, les candidats sont les rois, je vais tout faire pour les séduire », je préférerais voir des entreprises qui disent « Ok, on fait un état des lieux, voilà où on en est. On sait quelles sont les attentes sur le marché. On va tenter de s'en rapprocher pour effectivement capter plus de candidats, mais on va surtout communiquer sur qui on est plutôt que d'aller chercher à se survendre. » Tout à l'heure, tu parlais d'erreurs à éviter sur l'employé advocacy. Moi, j'ai un exemple assez récent d'un prospect qui m'avait contacté pour créer du contenu employé advocacy, donc des articles, interviews de collaborateurs. Et pendant le brief, leur objectif, ils me disaient, c'est la tendance, par exemple, c'est le remote. On aimerait que tu nous fasses des articles qui mettent en avant le remote, que tu interviews nos ambassadeurs, que tu les questionnes sur ces sujets-là. Moi, je leur dis, ah oui, d'accord, donc vous faites du remote? Non. Donc là, on a un gros problème de désalignement, en fait. C'est OK, ils ont capté qui est le persona, comme disait Charlène, qui est la cible, mais qui vous êtes vous en tant qu'émetteur. C'est super important que ce soit cohérent et aligné, parce que sinon, on tombe dans un espèce de washing, comme du greenwashing. Dans notre fonction RH, on peut parler de wellness washing, vendre du bien-être au travail, survendre ça, ou du branding washing, employer branding washing. Voilà, il y a plein de moyens de le nommer, mais on tombe dans une déconnexion complète de ce qu'est réellement l'entreprise. Et ça, c'est problématique. Donc pour moi, l'ambition aujourd'hui, c'est pas d'à tout prix séduire les candidats parce que le marché nous dit qu'ils sont en force, mais c'est vraiment de faire ce travail d'alignement en fait entre qui on est, à qui on parle, pour essayer de trouver un équilibre dans ce rapport. Oui, bien sûr. On va passer à une dernière partie de cette table ronde qui est plus sur les conseils, sur les bonnes pratiques que vous pouvez partager. Je pense que c'est aussi ce qu'attendent les RH et recruteurs qui nous regardent aujourd'hui. Camille, on l'a dit, Shine a cette réputation d'avoir justement une bonne marque employeur. Toi, tu le justifies comment c'est quoi les éléments que tu as pu mettre en place avec tes équipes ou que tes équipes ont mis en place pour que ça fonctionne comme ça et du coup des bonnes pratiques à nous partager? Oui, je ne sais pas si on a la meilleure des marques employeurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai l'occasion d'accompagner d'autres entreprises en freelance, je me rends compte que ça ne marche pas trop mal parce qu'on a un très bon taux de retour quand on approche et que, on a des candidatures un peu sur tous les postes, donc c'est chouette. Et quand je fais le travail d'introspection un peu de qu'est-ce qu'il y a dessous, je vais recouper avec beaucoup de choses que vous avez dit les filles, mais je pense que le premier pilier, il y en a 4 au total, c'est que les gens chez Shine vont bien, se sentent bien dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on mesure très régulièrement. La satisfaction des employés est à 4,5, je crois, le mois dernier. Donc c'est chouette et quand on est 300, ça compte parce que ça fait un peu écho. Le deuxième pilier, et ça c'est le travail de mon équipe, et c'est quelque chose qui est sous-dimensionné dans l'importance de la marque employeur, c'est l'expérience candidat. En fait, on fait de notre mieux pour prendre soin de chaque individu parce qu'en fait, on se base sur cette info statistique là qui a pas mal tourné. Une personne en connaît 150 en moyenne en France. Nous, on a 20 000 candidats par an, donc on fait attention avec tout le monde. Après, on a une culture de la transparence qui est, je pense, un très bon vecteur pour l'employé advocacy parce que on est plutôt partant en fait pour que les gens chez nous partagent les dessous de l'aventure, donc ils ne se sentent pas brimés pour prendre la parole. Et le dernier pilier, je pense que c'est la singularité. En fait, chez Shine, on a fait des choix clivants dans notre politique RH ou dans la manière dont on manage les gens. Et je pense que c'est des choses qui créent du relief et qui fait qu'on se souvient de Shine peut-être. Ouais. Ok. Et Charlène, de ton côté, tu disais que
une bonne marque employeur, elle s'accompagne aussi de cette communauté d'employés qui vont partager du contenu autour de la marque. C'est quoi les facteurs clés de succès pour arriver à créer cette communauté et créer une communauté qui est engagée aussi? Comme on l'a très bien dit, déjà ça part d'une politique RH et une ambiance saine dans l'entreprise. Évidemment, si tu n'as pas le terrain favorable, il n'y a rien qui va se passer. Ensuite, le deuxième point hyper important, effectivement, c'est que ça repose sur du volontariat. Donc nous, quand on accompagne une entreprise, d'abord, on va justement se briefer avec l'entreprise, savoir quelle mission elle veut confier aux ambassadeurs, parce que là, on parle beaucoup de prise de parole online, mais ça peut être aussi intervenir dans des écoles, dans des événements de recrutement auprès des candidats, etc. Donc, quelle mission, quels moyens aussi elle va donner à ces ambassadeurs. J'ai beaucoup aimé, Anaïs, la définition que tu donnais de l'employé advocacy, parce que tu as dit justement, on donne les moyens aux collaborateurs de. C'est pas juste dire, allez-y, c'est bon, tout le monde peut communiquer. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais derrière pour les encourager, lever certaines appréhensions, comme tu disais tout à l'heure, Paul. Donc, on va faire effectivement cette phase plus de construction. Ensuite, on va communiquer un max dans l'entreprise en disant, voilà, on a envie de se lancer dans l'employé advocacy, on va vous donner les moyens, qui est volontaire pour le faire. Donc ensuite, effectivement, il faut que, là, pour le coup, ça prenne dans l'entreprise. Et élément aussi important dans la réussite, c'est d'avoir des ambassadeurs qui soient représentatifs déjà des collaborateurs en interne. Je vais prendre un exemple très cliché, mais par exemple, si tu es une entreprise présente dans plusieurs sites en France, qui a des sites de prod et un siège social à Paris, si finalement tu n'as que des personnes du siège, des fonctions commerciales à Paris qui prennent la parole, bien, tes collaborateurs sur les lignes de prod en province ne vont pas forcément se reconnaître. Pareil pour tes candidats. Donc avoir une communauté d'ambassadeurs représentatifs de qui tu souhaites attirer et qui tu es vraiment dans l'entreprise, hyper important. Et puis derrière, d'accompagner. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans l'employé advocacy, c'est peut-être le cas de vous qui nous regardez, et qui ont généralement un effet waouh au début, et puis ensuite, le soufflet va retomber. Tout ça s'anime déjà. Avoir, comme je disais tout à l'heure, du coaching de certains ambassadeurs, comprendre qu'est-ce qui peut les freiner, pourquoi ils ne vont pas sur ce terrain-là, débriefer avec eux aussi des résultats. Donc tu as la phase émergée de l'iceberg où tu vois tes vues, tes likes, etc. Mais finalement, combien de candidatures ça a permis de recruter, d'avoir, combien de candidats ont intégré l'entreprise. Donc aussi les motiver, voire les challenger selon les publics que tu as dans tes collaborateurs. Certains peuvent être intéressés aussi pour avoir des petits challenges, des périodes où ils vont aussi s'entraider. Et puis vraiment animer tout ça, donner aussi de la valeur aux ambassadeurs. Moi, j'aime bien justement creuser la tête avec les entreprises qu'on accompagne pour trouver, tu vois, des marqueurs de reconnaissance. Pas financier, mais ça peut être un mot du DG qui félicite les ambassadeurs, ça peut être un événement qui leur est dédié, un petit quelque chose qui va aussi les remercier pour que ce soit donnant-donnant et pas uniquement les collaborateurs qui prennent la parole, même si, on le sait, l'ambassadorat, l'employé advocacy, ça permet vraiment de faire rayonner la marque employeur, de recruter plus facilement, mais ça a aussi des impacts internes et notamment, moi je le vois sur la fidélisation, sur le taux d'engagement, d'implication des collaborateurs, donc c'est aussi bénéfique pour les collaborateurs, mais c'est bien d'avoir, un système gagnant-gagnant et de penser aussi à la dimension reconnaissance. Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. C'est clé. Et peut-être, Anaïs, si je me tourne vers toi, dans ces conseils qu'on peut donner pour mettre en place une bonne marque employeur, est-ce que tu as des conseils aussi sur comment penser ces contenus, comment arriver à vraiment avoir un contenu qui fait sens, que ce soit pour la marque en tant que telle, mais pour qu'aussi les collaborateurs se disent « Ok, je suis aligné avec ça » ou... Oui, bien sûr. Justement, c'est assez complémentaire à ce que décrit Charlène, parce que Charlène, elle parle du cas où on donne les moyens aux employés d'aller communiquer par eux-mêmes et donc se faire le relais de la marque employeur. Moi, je vais plutôt parler du cas où, tout à l'heure, on parlait des peurs. Moi, des fois, j'entends des collaborateurs dire... moi, j'ai pas envie. Il y en a qui ont simplement pas envie de prendre la parole sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais moi, du coup, j'ai parlé du cas où on ne va pas forcément miser sur la stratégie d'encourager la parole, de prendre la parole côté employé, mais plutôt de se dire, OK, on va faire nos contenus à nous en tant qu'entreprise, donc du contenu corporate, par exemple des posts LinkedIn, mais c'est là où j'ajoute la notion d'employé advocacy, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va le faire en se concertant avec les employés, les ambassadeurs, si on peut dire ça comme ça. Et
Donc pour y arriver, moi c'est ce que je fais avec mes clients, c'est on va gamifier en fait le processus. C'est-à-dire que moi je crée du contenu pour mes clients, pour mes entreprises, mais je leur dis je peux pas le faire toute seule. J'ai besoin de vous. Et j'ai besoin aussi de vos employés pour le faire. Donc, par exemple, une fois par mois, je vais lancer un challenge. Je dois dire, OK, ce mois-ci, vous sollicitez vos membres et vous leur dites de vous rapporter des anecdotes. Quel est, je sais pas, votre pire entretien candidat. Ou ce mois-ci, le challenge, c'est partagez-nous la photo de votre meilleur spot pour travailler en télétravail. Et donc ça, moi, c'est de la matière que je récupère pour créer du contenu. Donc, qui finalement un contenu qui, en plus, est malin parce qu'on prend forcément des sujets qui vont parler à la cible. Là, je parle d'un cas en fait, où j'ai un client qui parle à la cible RH et recruteur, donc ça fait sens. On partage le quotidien de leurs propres recruteurs en les impliquant. Donc, on est vraiment sur une espèce de boucle vertueuse comme ça pour cette production de contenu. Donc, je pense que c'est super important de garder ce mot d'ordre de on va produire du contenu, mais pas tout seul en fait. On a besoin de s'appuyer sur eux. Ils deviennent acteurs en fait, en quelque sorte. Ouais, il y a une vraie implication. Et pour le faire, moi je fais plein de formats différents, notamment des articles, je l'ai cité tout à l'heure, mais l'article interview, c'est un format qui fonctionne bien parce que moi, je me fais la porte-parole en fait de l'employé qui n'est pas très à l'aise en com. Je vais essayer de traduire son portrait et sa vision de son propre métier et d'en faire sortir un article. Ça devient un contenu clé qui fait du bien à la marque employeur à l'externe, puisqu'on est en train de promouvoir la marque employeur, le retour de l'employé. Et en même temps, on fait du bien à l'interne, parce que les retours qu'on a en interne, c'est ça m'a fait du bien, je pensais que j'avais rien à dire, je me rends compte qu'en fait si. Donc il y a aussi cette stratégie-là qui est possible et pour moi c'est hyper complémentaire finalement, c'est ce qu'on se disait encore aujourd'hui. L'entreprise qui mise à la fois sur du contenu corporate, maîtrisé par l'entreprise, externalisé si elle le souhaite, peu importe, mais qui implique les salariés, plus elle encourage ses salariés à prendre la parole, comme le fait Charlène à travers son activité. Là, c'est une entreprise qui a les deux meilleures stratégies pour se démarquer. Ouais, c'est aussi ce que j'allais dire. Tu as parlé un peu de médias qui sont différents de LinkedIn. Il n'y a pas que LinkedIn en fait pour la marque employeur ou pour l'employé advocacy. Il y a d'autres endroits où on peut faire ça. Charlène, tu as peut-être un avis Complètement. En fait, encore une fois, je vais me répéter, ça dépend de ta cible. Forcément, selon les profils que tu vas cibler, c'est hyper... L'avantage de LinkedIn, on le sait aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de profils diversifiés, de plus en plus de métiers qui sont présents. Néanmoins, tu peux avoir certains réseaux sociaux normalement qui peuvent être intéressants. Et surtout, ce que je dis aussi aux entreprises que j'accompagne, c'est de mixer des endroits où ton contenu est éphémère, typiquement les réseaux sociaux, avec des endroits où ton contenu il va pouvoir être intégré plus durablement, du type un blog, un site carrière, où justement tu vas pouvoir recycler le contenu qui est très éphémère. Et sur LinkedIn, aucun de tes candidats va scroller tes 30 derniers posts. Donc si tu as pris du temps, de l'énergie pour en faire un post, peut-être que ça mérite de faire un article sur ton blog ou sur ton site carrière pour l'ancrer un petit peu plus durablement. Bien sûr. Camille, j'ai peut-être une dernière question pour toi, parce qu'après on va laisser la place aux personnes qui nous regardent pour poser leurs questions. Mais si tu devais donner 2-3 leviers actionnables pour se lancer, une entreprise qui se pose des questions, une RH, un recruteur qui se pose des questions sur comment lancer cette stratégie de marque employeur ou d'employé advocacy, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je prends la question autrement, mais si je devais tout recommencer à zéro demain, ce que je ferais, je pense que le premier truc quand on est RH, c'est qu'on est complexé en fait de prendre la parole. Et en fait, il ne faut pas se mettre la barre trop haut. Quoi qu'on fasse, c'est toujours mieux que rien. Donc typiquement, le post pour annoncer qu'on change de bureau qui fait 40 likes, peut-être qu'il va être vu par 1500 personnes et c'est plus que zéro. Donc premier standard. Après, je pense qu'un truc qu'on ne pense pas assez tôt, c'est investir dans une marque employeur en propre, hein, c'est-à-dire qui ne dépend pas des job boards, de LinkedIn, de tous ces outils extérieurs. Après ça, je pense naturellement, je l'ai déjà dit, que la manière dont on traite les candidats qu'on a déjà, ça ruisselle énormément. Donc, pensez qu'un candidat égale 150. Et voilà, et puis si on est proche de la partie construction de culture, essayer de faire des choses clivantes parce que c'est ce que les gens retiennent.
Moi, j'ai juste une question peut-être, avant qu'on passe aux questions des personnes qui nous regardent. Dans beaucoup de stratégies ou dans beaucoup de choses, en fait, on voit qu'il y a aussi une notion de temps. Je pense que je connais évidemment des recruteurs, des RH qui me disent très souvent que le temps, c'est pas c'est plutôt une denrée rare. C'est quoi les conseils pour arriver à bien s'organiser, arriver à trouver le temps pour faire ça, Charlène? C'est une vaste question. En fait, notamment la création de contenu de la marque employeur, il faut que tu acceptes de, on va dire, perdre du temps, de passer du temps court terme qui va te permettre un gain de temps plus moyen terme, long terme. Donc déjà, tu as des périodes dans l'année qui sont peut-être plus propices. C'est sûr que quand tu es en plein dans le feu de l'action avec ta pipeline remplie, c'est peut-être pas le meilleur moment pour te poser là-dessus. Donc il y a peut-être des périodes plus propices. Ne pas hésiter. Bon, là, je prêche pour ma paroisse, celle d'Anaïs, mais aussi à s'entourer de personnes qui peuvent te permettre justement de déléguer certaines parties. Et encore une fois, de ne pas rester isolé. On l'a dit à plusieurs reprises, mais de faire appel aussi à d'autres personnes dans l'entreprise. Je pense notamment sur la marque employeur à plein de moments, tu es amené à créer des contenus, je ne sais pas, pour passer un message sur l'intranet, même en externe, peut-être que l'équipe des relations de presse va avoir fait un communiqué de presse, tu as plein de contenus qui existent déjà et que tu peux tout simplement recycler et finalement pas prendre tant de temps que ça pour le diffuser. Super, merci beaucoup. On a déjà une première question qui rejoint un peu cette notion de temps aussi, c'est comment mobiliser les équipes autour de ces contenus employés advocacy. Par exemple, elles sont souvent motivées sur le principe, mais ne prennent pas le temps de participer. Camille, toi, tu vois ça au quotidien Mais complètement. On n'a même pas pensé à s'entourer d'expertes sur ce sujet et ça aurait été une bonne idée. On a fait les choses de manière beaucoup plus artisanale, encore une fois. Moi, tous les gens chez Shine me disent j'aimerais bien parler, même pour moi, pour ma carrière, j'ai la page blanche, en fait. C'est ça qui se passe. Donc, un moyen assez concret d'aider. J'ai fait ça avec notre responsable de service client. En fait, on s'est posé pendant 1 heure, lui et moi, on a listé des sujets. Et c'est bête, mais il faut les faire sortir de leur ligne de nage en leur montrant que oui, ça a un intérêt. En fait, tu as une expertise spécifique et lister des sujets, c'est un très bon point de départ. Peut-être qu'un saut, avant le saut dans le grand bain du collaborateur qui prend la parole sur son profil LinkedIn, ça peut être aussi des formats comme le propose Anaïs, où finalement c'est la page corporate où un recruteur, peu importe, quelqu'un qui est plus à l'aise, plus habitué à le faire, qui va interviewer ou poser les questions et finalement le recruteur ou la personne, le chargé de com, va mettre en avant le collaborateur, ce qu'il a à partager, ce qui peut être un premier pas et ensuite l'ambassadeur va se dire ok, finalement ça j'aurais peut-être pu le faire et puis ça peut être un premier pas. C'est ce que tu vois, toi, Anaïs, parfois, effectivement? C'est ce qu'on fait actuellement avec un de mes clients, Achille, un collectif de recruteurs. On a mis en place une série, en fait, où chaque mois, on a une interview ambassadeur. Ça s'appelle Les talents d'Achille. Et donc, chaque mois, je vais interviewer une personne du collectif, traduire ça en article avec un post promotionnel, photo pour mettre en avant la personne. Donc là, tu vois, ça rejoint la notion de... ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'exercice ou qui ont du mal à débloquer du temps pour le faire, là, en fait, on les accompagne en fait, de A à Z et finalement, ils sont plus passifs, mais en même temps, on les rend quand même acteurs aussi. Oui, tout à fait. On a une autre question qui est plus sur la frontière entre employé advocacy et personal branding. On en a parlé un peu tout à l'heure. Je ne sais pas qui veut prendre la question. Je crois que c'est Charlène. Oui, j'y vais. En fait, je ne dirais pas qu'il y a une véritable frontière, parce que s'il fonctionne bien dans l'employé advocacy, c'est l'authenticité, la crédibilité de la personne humaine, justement. Donc, plus tu vas mettre de toi dans tes contenus, même si c'est des contenus d'employé advocacy, plus ça va fonctionner. Je dirais juste que l'objectif, en fait, derrière est un peu différent. L'employé advocacy, c'est faire appel à tes collaborateurs pour mettre en avant, en marketing, un produit, un service, en marque employeur, l'entreprise comme employeur. Alors que le personal branding, c'est plutôt basé sur ta personne, c'est plutôt comment on va parler de toi quand tu n'es pas dans la pièce, comment on va se rappeler de toi. Pour moi, les deux en fait sont complémentaires et justement l'employé advocacy se sert du personal branding du collaborateur. Si on prend un exemple, je ne sais pas, d'un collaborateur qui va être comptable, et bien finalement c'est sa voix en tant que comptable, c'est son quotidien en tant que comptable qui va
parler à ses potentiels pairs, mais dans un but de marque employeur. Donc je ne dirais pas forcément qu'il y a une frontière. Pour beaucoup d'entreprises qui ne se sont pas encore lancées dans l'employee advocacy, ils voient un risque souvent de se dire, bon, bah, alors si mes collaborateurs commencent à briller sur les réseaux sociaux ou dans certains réseaux, même physiques, il y a des risques qu'ils partent. Encore une fois, si on a respecté les préalables, que c'est d'avoir une bonne marque employeur et une politique saine en interne, d'avoir des collaborateurs qui sont engagés pour l'entreprise, le risque qu'ils partent, il n'est pas plus élevé à partir du moment où ils communiquent. Et ce que j'observe même chez beaucoup de nos clients, c'est qu'on a on a un booster de visibilité en interne aussi. Donc en étant ambassadeur de ton entreprise, tu travailles ta propre employabilité, mais en interne aussi, parce que notamment quand tu es dans un grand groupe, les dirigeants, les recruteurs vont davantage te remarquer en fait. Et j'ai certains clients où nos ambassadeurs, en un an, tu en as 40% qui ont déjà évolué, changé de fonction parce qu'en fait, ils sont plus visibles. Donc, les deux ne s'opposent pas. Et au contraire, l'employé advocacy fonctionne bien parce qu'il y a du personal branding des collaborateurs. Petite question pour rebondir là-dessus. Ça fonctionne à la fois dans des grands groupes que dans des startups. L'employé advocacy, tout le monde peut s'y mettre? Ouais, complètement. Tu as même des CEO qui sont tout seuls, des solopreneurs, finalement qui font de l'employé advocacy et ça marche pour des groupes de 100 000, 1 million de personnes, il n'y a pas de souci. Super. On a un commentaire déjà, super table ronde Girl Power. Est-ce que vous avez des idées de sujets sur lesquels communiquer sur LinkedIn pour répondre à la question de la page blanche? Quel type de contenu peuvent faire la différence? Anaïs, toi qui as aussi cette expérience sur le copywriting. J'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend de plein de choses parce que des idées de sujets, ça dépend déjà à qui on s'adresse. Déjà, premier, on rejoint la notion de persona à nouveau. Quel type de contenu peut faire la différence? Après, sur LinkedIn, moi, ce que j'observe, alors je vais parler de ma propre expérience, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, mais ce que je vois qui fonctionne, et ça tombe bien, parce que je suis en pleine phase de bilan dans ma collab avec mon client Achille dont je parlais tout à l'heure. Ce qui fonctionne bien, il y a une évidence, c'est dès qu'il y a un contenu avec photo, des personnes de l'entreprise avec un message qui va rejoindre les tendances actuelles, parler flexibilité, télétravail, rémunération, etc. C'est les posts qui fonctionnent le plus côté page entreprise. Là, je parle pour mon côté à moi. Ça, et puis ce qui fonctionne bien aussi, c'est les contenus très pratico-pratiques sous forme de carrousel, où voilà, j'ai une expertise précise à partager à ma cible qui elle-même est friande de ce genre de contenu pratique. Je le transforme en carrousel. C'est des formats qui fonctionnent plutôt bien, ça, pour le coup, sur LinkedIn. Camille, toi, tu as un retour d'expérience sur ce qui fonctionne bien, les types de formats que tu conseilles à des salariés ou ce que tu vois toi personnellement? Moi, ma méthode à moi, en tout cas, pour trouver des sujets sur lesquels partager sur LinkedIn, c'est de lister tous les vendredis qu'est-ce que j'ai appris cette semaine. Et parfois, c'est très anecdotique. Ah bah tiens, dans l'entretien, je me suis rendu compte que cette question, elle marche pas du tout. Et voilà pourquoi. Et en fait, je trouve que chaque post doit avoir une forme de aboutissement, enfin de leçon apprise. Donc, moi, c'est ma technique. Mais encore une fois, je ne suis qu'RH. On a une autre question. Selon vous, pour une stratégie robuste en employé advocacy, il faudrait poster à quelle fréquence environ? Étant donné que tu vas avoir une stratégie collective, finalement, la question de la fréquence est un peu moins importante. Parce que si même tu as 10 personnes qui prennent la parole une fois dans le mois, ça te fait déjà 10 posts par mois. Cette question, elle est limite plus pour une personne individuelle qui veut avoir ce rythme de poster régulièrement, parce que c'est nécessaire à ce moment-là. Dans le cadre où on a une communauté de salariés ambassadeurs, c'est peut-être moins important, c'est ça? Oui. Moi, personnellement, je ne mets jamais d'objectif aux ambassadeurs, tu vois, sur la quantité. Je les aide à trouver des idées, je les aide à aller au bout de leurs idées. En tant qu'individu, c'est sûr que pour se démarquer, déjà en prenant la parole, je dirais même déjà en interagissant avec les autres posts, tu sais que tu te démarques parce que la plupart des utilisateurs sont fantômes, ils commentent même pas, ils likent même pas. Donc déjà, si tu as cette première phase d'activité, tu te démarques un petit peu. Si tu commences à communiquer de manière occasionnel, tu te démarques un petit peu plus. Et je dirais déjà que pour commencer, et certains vont directement se sentir plus à l'aise, poster plus régulièrement, mais 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà exceptionnel si tu arrives à garder ce rythme en tant que recruteur, encore une fois, pour les personnes qui nous regardent, en tant qu'ambassadeur.
on sait que ça Entreprise aussi. Côté entreprise, ce qu'on observe, c'est qu'on obtient du résultat à partir de 2 posts par semaine sur de la page entreprise. En dessous, déjà que la page entreprise, elle n'a pas la cote sur LinkedIn, il faut avoir quand même une fréquence au moins de 2 posts par semaine. Et après, tu l'as un peu abordé, j'en remets une couche, mais poster, ça ne suffit pas. Il y a aussi une routine d'engagement, d'aller s'engager sur les posts d'autres personnes, d'autres pages entreprises, interagir. L'interaction, elle est primordiale. Si on fait que poster, on aura beau poster 3 fois par semaine, si derrière, il n'y a pas de l'interaction avant, pendant et après, ça ne suffira pas. Donc l'interaction aussi, il ne faut pas l'oublier. Avant de passer à la prochaine question qui nous vient du chat, moi j'ai une question, peut-être aussi pour comprendre. C'est vraiment au RH, aux recruteurs de piloter cette stratégie d'employé advocacy. Est-ce qu'il faut déjà que ces RH recruteurs, avant de le transmettre aux salariés, soient habitués à publier sur les réseaux sociaux par exemple ? Je ne sais pas si vous avez un avis, les filles. Moi, ouais, je l'ai exprimé un peu tout à l'heure, mais je suis complètement bicéphale avec cette question parce que je me dis que oui, forcément, si c'est pas nous, qui est-ce ? Et en même temps, je me rends bien compte, à force de côtoyer des RH, qu'il y a quelque chose d'un peu contre nature. Les RH, c'est des fonctions support qui sont bien dans l'ombre. Donc franchement, j'aimerais bien la réponse, si quelqu'un l'a dans le chat. Du coup, la prochaine question, c'est plus sur ce que tu évoquais tout à l'heure, les marqueurs de reconnaissance de la part des directions. Des exemples peut-être, tu as parlé de potentiellement de financiers ou non, mais tu as des exemples que tu peux partager ? Le côté financier, il est prouvé en gestion de communauté que ça a plutôt tendance à aller activer les mauvais leviers de motivation. D'avoir du coup, dans notre cas, des ambassadeurs qui viennent pour les mauvaises raisons. Donc j'exclurais la dimension financière. Par contre, en termes de reconnaissance, effectivement, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des signes de reconnaissance de la direction. Ça peut être tout simplement aussi avoir un signe distinctif, par exemple dans l'annuaire interne, dans la signature, qui met en valeur le fait que tu es ambassadeur, que l'entreprise te fait confiance, entre guillemets, pour prendre la parole au nom de l'entreprise. Ça peut être des moments clés dédiés avec les communautés d'ambassadeurs que j'accompagne. On fait au moins une fois dans l'année un événement un peu hors du commun et agréable, tu vois, à vivre. Ça peut être la mise à disposition d'experts qui vont t'aider justement dans la rédaction de tes contenus ou dans la prise de parole en public, dans ta façon de te storyteller. Ça peut être des formations. Vraiment, c'est varié et ça dépend aussi du public que tu as en face et de leur volonté. Donc tout simplement, sondez vos ambassadeurs, demandez-leur justement qu'est-ce qui pourrait les motiver, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. C'est le meilleur moyen de trouver le marqueur de reconnaissance le plus efficace dans votre entreprise. Parfait, je ne sais pas si... Voilà, on a d'autres questions qui arrivent. Quels conseils auriez-vous pour attirer des populations plus seniors ou sur des fonctions support qui ne sont pas automatiquement sur LinkedIn ? On en a parlé tout à l'heure avec Alexis, il y a parfois... LinkedIn, c'est une vraie source de données, une vraie source où on va trouver du monde, mais parfois il y a des gens qui n'ont pas LinkedIn ou qui ne sont pas forcément très présents sur ce réseau social-là. Comment on fait dans ce cas-là ? On va là où ils sont. On en revient à la même question de à qui je parle. Et du coup, je vais là... C'est marqué dans le portrait robot, en fait. C'est telle personne, en fait, son canal de communication, c'est pas forcément LinkedIn, il faut le trouver ailleurs. Moi, à l'époque où je recrutais encore, donc c'était il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 4 ans, j'avais une cible très spécifique. Je recrutais au Mali. Et donc où les codes sont très différents, les gens n'utilisent pas spécialement LinkedIn, en plus sur du public plutôt technique. Et par contre, ils étaient très présents sur Facebook et utilisaient beaucoup WhatsApp. Et en fait, moi, j'ai reconstruit toute ma stratégie grâce à ces 2 canaux. Donc j'avais des contenus sur Facebook pour attirer et alimenter la relation avec les candidats. Et pour les prises de contact, voire même les entretiens, on en rigolait tout à l'heure parce que je racontais cette anecdote aux personnes qui étaient invitées là aujourd'hui aux tables rondes. Je racontais que parfois ça m'arrivait, tellement les connexions Internet étaient mauvaises là-bas, on faisait nos entretiens par vocaux interposés sur WhatsApp. Mais là, on tombe vraiment dans c'est vraiment l'illustration même de je m'adapte à ma cible en fait. Ouais. Puis potentiellement, il y a d'autres réseaux sociaux, il y a aussi du recrutement qui peut se faire via Facebook, des actions en tout cas de recrutement qui peuvent se faire via d'autres réseaux sociaux. Ouais. Combien de temps environ pour lancer une communauté d'ambassadeurs ? Peut-être Charlène,
Sur la préparation, ça va dépendre en fait, on va dire du niveau, de la rapidité de l'entreprise. Ça peut prendre minimum, je dirais, 3 semaines, le temps de tout définir, sonder les collaborateurs et lancer. Généralement, ce que j'observe, c'est 2 mois. Et après, par contre, une fois que c'est lancé, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas penser que ça s'arrête maintenant. Au contraire, tout débute avec une animation qui doit se faire en continu auprès des ambassadeurs. Évidemment, je pense que c'est hyper important. La clé, c'est d'arriver à faire ça sur le long terme. Et puis de monitorer aussi et de pouvoir arriver à montrer, prouver aussi que ça a un intérêt et du coup engager encore plus cette communauté. Je ne sais pas si on a encore d'autres questions. Il ne me semble pas. Il me reste plus qu'à du coup vous remercier pour cette table ronde riche d'enseignements. On a parlé de plein de sujets. Je pense que ça a été le cas aussi aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas Charlène, Camille et Anaïs. Merci à vous pour ce super contenu. Merci à toi, Paul. Merci, Merci à Paul. toi, merci à tout le monde. Du coup, il ne me reste plus qu'à remercier vous tous qui nous avez regardés aujourd'hui. Merci pour votre attention, pour l'intégralité des questions que vous nous avez envoyées. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver l'intégralité des prises de parole plus tard en replay sur notre chaîne YouTube. On vous envoie également les ressources dont on vous a parlé aujourd'hui directement par mail. Et puis, j'en profite aussi d'avoir la parole pour pouvoir remercier l'intégralité de nos intervenants qui se sont déplacés aujourd'hui. C'était un plaisir de pouvoir les accueillir comme à la maison, une belle maison, on ne va pas se mentir, mais comme à la maison, on a pu parler de beaucoup de choses aujourd'hui qui a trait au recrutement. On a fait des parallèles entre le marketing et le recrutement, mais également plein de conseils sur la marque employeur, l'expérience candidat, et puis aussi des tips actionnables pour passer à l'action sur l'IA, sur le gros hiring, sur le RECOPS. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous remercie et j'en profite encore une fois, tant que j'ai la parole, pour remercier les équipes de Talent et notamment Maxime et Diane qui ont mis des efforts énormes pour organiser cet événement. Je vous dis à très bientôt et notamment à l'année prochaine pour une nouvelle édition de Together.